par la présentation de Jonathan Lobé. C'est un chercheur, je rappelle, c'est un chercheur juriste, donc en spécialité droit international, en économie numérique. Donc il va faire une présentation sur le cadre juridique, je pense que c'est très très important, surtout en parlant de la sécurité numérique, et aussi c'est un domaine qui doit être aussi cadré juridiquement parlant. À vous la parole. Maintenant, tu as besoin d'un micro, madame, je pense que c'est très bien. C'est d'ailleurs comme les juristes. Très bien. Bon après-midi à tout le monde. Vous allez le remarquer, je suis probablement le plus marocain de mes confrères panélistes de par la thématique que je vais aborder. Ils vont parler de big data, de machine learning, qui sont des concepts internationaux. Nous allons parler du droit marocain. Je pense que ça fait de moi, n'est-ce pas, un Marocain, si je peux le dire ainsi. Très bien, donc merci Monsieur le Président, merci Mesdames et Messieurs de l'intérêt que vous apportez à voir votre activité, n'est-ce pas, être avec l'air du temps. Merci à nos deux précédents intervenants. Je m'associerai à eux maintenant pour évoquer la thématique maintenant du point de vue de la réglementation. D'où la thématique qui vous est proposée, à savoir le cadre juridique marocain applicable au numérique et beaucoup plus précisément à l'e-commerce, aux activités de l'e-commerce. Alors, Monsieur le Président, lors de sa dernière intervention, a évoqué un point et je pense que je vais commencer par là. Et essentiellement, qu'on réfléchisse ensemble sur deux questions qui vont accompagner cette réflexion-ci. À savoir, premièrement, quel est, à votre avis, le positionnement du droit marocain face à cette dynamique numérique-là? Est-ce que le droit, est-ce que le législateur marocain a souhaité aller frontalement en s'opposant pour souhaiter établir ou alors préserver les industries locales et traditionnelles ou alors classiques, ou alors il veut aller avec l'air du temps et pouvoir inciter, favoriser, n'est-ce pas, et mettre cette économie numérique-là au service du présent, mais également de l'avenir. Donc ça, c'est la première question. Quelle est la position du droit marocain? Et ensuite, donc, quel est l'impact finalement de cette économie numérique-là, et notamment de la réglementation de cette économie numérique pour les opérateurs économiques et beaucoup plus précisément pour les opérateurs du secteur touristique. Donc, très rapidement, et pour ne pas entrer dans la terminologie assez technique, on va rester sur vraiment du générique et des principes généraux et peut-être dans les débats revenir dans le fond. L'idée donc c'est que sur la base de ces deux questions-là, on étaye notre raisonnement avec ces trois axes de réflexion. La première, je réfléchirai avec vous sur en quoi est-ce que le droit est mis à l'épreuve, n'est-ce pas, par le numérique. Dans un deuxième temps, on passera un peu en revue l'ensemble des stratégies nationales marocaines qui ont été adoptées appliquées au numérique et qui ont posé, si vous voulez, les bases en termes de politique publique qui ont donc inspiré le législateur, dans un troisième temps, donc, à mettre en place ce dispositif juridique-là, à la fois législatif et réglementaire, pour pouvoir, n'est-ce pas, créer ou en tout cas favoriser cette activité, enfin l'économie numérique et précisément le e-commerce. Alors, le droit à l'épreuve du numérique, l'une des difficultés que le monde du droit a, et notamment les législateurs en particulier, c'est que l'une des caractéristiques phares, n'est-ce pas, de cette économie numérique ou alors de toutes les activités qui vont avec le e-commerce, c'est que ce caractère immatériel, intangible ou alors non palpable et non réel pose un problème sur ce que c'est que la définition finalement de l'activité économique, ce que c'est qu'un produit, de ce que c'est qu'un service, de ce que c'est qu'un commerçant, de ce que c'est qu'un professionnel à l'ère du numérique. On a évolué jusqu'ici avec du droit ou de l'économie qui était concret, tangible, réel et palpable. Et maintenant, il faut complètement faire ce revirement-là pour repenser le droit, repenser ce que c'est que la concurrence, la publicité à l'ère du numérique, la propriété intellectuelle, etc. Dans un deuxième temps, la data, qui est l'autre caractéristique phare de l'économie numérique et en l'occurrence de l'e-commerce, qui est la matière première, les intervenants l'ont dit à suffisance,
qui est la matière première de cette économie numérique, à partir de laquelle tout part. On parle de référencement, on parle de big data, etc. Mais c'est la donnée qu'on a sur des gens qui sera traitée par la suite, qui deviendra une information. Okay, qu'est-ce que ça suppose donc? À qui est-ce qu'on l'apprend? Dans quel contexte est-ce qu'on l'apprend? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Est-ce qu'on peut prendre tout? Est-ce qu'on peut prendre à certains moments et d'autres pas, etc. Comment est-ce que le droit finalement arrive à appréhender cela? Et enfin, il y a le caractère de l'instantanéité. Si Moustapha parlait des mises à jour qui étaient faites, l'une des caractéristiques de cette économie, c'est qu'elle est hyper instantanée et donc hyper rapide et hyper en mutation. Et le droit, par définition, doit rester stable et doit rester visible sur le long terme pour rester périn, afin que les droits, les libertés des uns et des autres soient stables et soient visibles dans la durée pour que tout le monde soit plus ou moins bien protégé. Donc comment le faire alors qu'on est dans une économie où les mises à jour changent complètement les produits, les services du jour au lendemain, les innovations changent complètement. Comment rester dans cet équilibre-là? Voilà. Donc voilà plus ou moins les questions, les problématiques auxquelles les juristes sont confrontés. Cela dit, le Maroc a pris le risque, il a pris le pari, depuis notamment le début des années 90, à partir de son premier plan quinquennal, qui a souhaité, n'est-ce pas, mettre, si vous voulez, sur pied les premiers jalons d'ambition, n'est-ce pas, pour pouvoir positionner le Maroc comme une plateforme ou alors un hub à partir duquel des génies ou des savoirs en matière d'économie de la connaissance et en matière de technologie de l'information allaient naître. Donc s'en sont donc suivis la stratégie e-Maroc de 2010, la stratégie Maroc numérique 2013 et enfin celle dans laquelle nous sommes maintenant, Maroc numérique 2020. Alors les deux premières stratégies essentiellement ont eu pour résultat les investissements massifs qui ont été faits sur le plan purement infrastructurel, notamment au niveau de tout ce qui est poste et télécommunications, qui sont des infrastructures hyper importantes pour venir accompagner ce qui a suivi par la suite, notamment avec le Maroc numérique 2013 qui a été adopté en 2009, le programme INJAZ, la digitalisation de l'administration marocaine et pas mal de services aujourd'hui qui sont à ce niveau-là et maintenant au niveau des entreprises et des particuliers, et maintenant Maroc numérique 2020. Alors les deux premières, comme je le disais, ont mis l'accent sur les infrastructures, enfin en termes de résultats maintenant, enfin, il y a d'autres apports. Les deux autres veulent vraiment positionner le Maroc comme, en tout cas, veulent positionner l'économie du digital ou du numérique, et donc le e-commerce et tout ce qui va avec, comme un levier de croissance pour l'avenir et comme un pilier du développement social et économique, et donc tout ce que ça implique. Donc on peut donc plus ou moins déjà répondre ici à la première question dont on s'est posé tout à l'heure, à savoir la position du droit marocain finalement va suivre cette politique publique-là qui veut, n'est-ce pas, voir dans le numérique un levier, un tremplin vers le présent finalement, comme l'un des panélistes disait, et vers le futur. Et donc maintenant, comment donc faire donc, pour accompagner cette vague-là, tout en créant des équilibres pour que l'establishment des industries comme les vôtres ne soient pas complètement déphasés, parce que vous recrutez encore beaucoup, vous générez de la valeur pour l'économie, mais en même temps il y a ces disrupteurs-là qui arrivent. Donc on entrera donc ici dans le diagnostic si vous voulez, ou alors le décryptage, hein, mais encore une fois en termes de principes généraux, le fond, on y reviendra peut-être, mais on évoquera essentiellement les principes généraux donc, du dispositif applicable au numérique au Maroc. Il s'agit essentiellement des trois lois suivantes. Alors, quand on parle de e-commerce au Maroc et de numérique, mais beaucoup plus de e-commerce, voilà les trois lois qui concernent. La première est celle de 2007, qui a tout simplement traité de l'échange électronique des données juridiques. On va voir ce que ça veut dire. La seconde, c'est la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données qu'elles génèrent. On parlait de data tout à l'heure. Et enfin, la troisième loi qui est relative à la protection du consommateur.
La troisième était vraiment une espèce d'adaptation beaucoup plus. Il y en avait déjà un dispositif relatif à la protection du consommateur. Elle est juste venue faire des intégrations pour le e-commerçant. Mais les lois les plus importantes, celles qui ont apporté vraiment une innovation dans le dispositif juridique marocain, sont les deux premières. Celle sur l'échange électronique des données juridiques et celle sur la protection des données, enfin, la protection des personnes dans le traitement de leurs données en l'occurrence. Alors, la première loi, celle relative à l'échange électronique des données, elle a apporté une innovation majeure. La première, essentiellement, c'est le fait qu'elle est venue ici donner une légitimité aux documents numériques, ce qui suppose que les actes juridiques peuvent dorénavant avoir, les actes juridiques électroniques peuvent ont dorénavant la même valeur juridique que les actes juridiques faits sur papier. C'est évidemment hyper important pour tous ceux qui sont dans les transactions contractuelles, ce qui suppose qu'à partir de maintenant, ou alors depuis 2007 en l'occurrence, au Maroc, on veut donner la possibilité à dématérialiser complètement tout ce qui est acte juridique des entreprises, de telle sorte que ça puisse se faire sur le plan purement électronique. Ça suppose donc que le DOC, le DAI des obligations et des contrats, qui est le texte phare, n'est-ce pas, et fondateur en termes d'obligations contractuelles, a dû être revu fondamentalement, parce que lui étant focus sur la contractualisation par le papier, il devra donc intégrer la contractualisation également par le digital. Évidemment, qu'est-ce que ça suppose donc? Ça suppose qu'essentiellement, tous les actes juridiques que vous pouvez passer du point de vue de l'activité économique, vous pouvez les faire de manière purement électronique sans avoir de papier. Cela dit, la loi pose deux exceptions majeures. La première concerne l'ensemble des actes qui sont passés dans le cadre notamment du statut personnel, donc actes de naissance, de décès, mariage, divorce, etc. Ceux-là sont mis à l'écart, et également les actes au sein privé relatifs aux sûretés personnelles et réelles, donc tout ce qui est caution, tout ce qui est nantissement, etc., etc. Hormis ces deux exceptions-là, littéralement, tous les actes que vous passez, contrat de bail, contrat d'emploi, prestation avec un partenaire à l'étranger, etc., tous peuvent être complètement dématérialisés. Il va donc de soi que si, sur le plan du fond, on peut opérer cette mutation et que peut-être les règles substantielles du droit des contrats ne vont pas changer, dans la mesure où c'est les mêmes obligations, cela dit, il fallait donc que la loi apporte une certaine sûreté du point de vue de la forme. Ce qui suppose donc que pour maintenir une certaine authenticité quand même avec ce document, parce que dites-vous bien que si on est resté sur le support papier, c'est parce qu'on peut mettre, n'est-ce pas, une signature qui permet de nous identifier, mais en plus on peut le faire authentifier à la Mokata par une autorité habilitée. Donc comment le faire? Donc dans le numérique, un dispositif donc complémentaire a été créé et donc on a instauré donc juridiquement le principe de la signature électronique. La signature électronique aujourd'hui qui est placée sous l'autorité du ministère de la Défense en l'occurrence, parce que pour les questions de cryptographie, etc., c'est le ministère qui a la charge à la fois de délivrer les certificats aux partenaires, notamment la Poste, Paris Al-Maghrib, qui est chargé, n'est-ce pas, de traiter tout ce qui est délivrance de certificats pour l'authentification des documents. Donc, très rapidement, en termes d'opportunités et d'avantages pour l'acte juridique électronique, évidemment, on a une amélioration de la productivité. Dites-vous que quand vous êtes en négociation avec un partenaire et que vous devez signer, que vous devez lui envoyer le document et que 2 semaines parfois passent, qu'après il faille aller faire des légalisations, qu'après il faille préserver des copies pour l'un, des copies pour l'autre, qu'après il faille archiver, qu'après il faille, je sais pas, les conserver, ils peuvent se perdre, etc. En termes de productivité, c'est vrai qu'il n'y a pas d'égal. Le document, il reste en ligne, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, il est à l'étranger et vous le faites littéralement en quelques minutes. Évidemment, réduction de coûts, impression et tout ce que vous voulez, ça diminue. Et en termes de sécurité, c'est clair que c'est garanti. Très rapidement, le deuxième texte
majeur, c'est celui relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Et lui, il est hyper important. Le dénominateur commun aux deux interventions qui ont suivi, qui ont précédé, c'est, vous voyez, on vous encourage finalement à faire cette mutation vers des plateformes digitales et qui supposeront que vous compreniez finalement vos cibles. Et la seule manière de les comprendre, c'est en exploitant leurs données. C'est bien, mais le droit est obligé donc de poser un cadre quand même à cela. Qu'est-ce que ça suppose et qu'est-ce que ça implique? Alors, la première des choses que cette loi a fait, c'est qu'elle a apporté un certain nombre de précisions terminologiques nouvelles qu'on n'avait pas au Maroc avant. Je rappelle que le Maroc fait quand même partie de ces pays africains-là qui a avancé énormément dans son politique juridique. Et donc, il a apporté un certain nombre de principes et de termes juridiques nouveaux qu'on n'avait pas dans l'arsenal juridique avant, et qui est juriste comprend, ou alors même pas forcément juridique, mais en tant qu'homme d'affaires, vous comprenez l'importance de la clarification des termes, non seulement pour leur compréhension, et pour leur interprétation, notamment au niveau du tribunal, ou si jamais il y a un litige. Donc, il a défini clairement un certain nombre de principes clés que l'économie numérique a ramené, notamment, c'est quoi une donnée à caractère personnel? Quand nos amis et nos panélistes parlent donc de data, le droit, lui, définit la data comme étant tout type d'information, y compris le nom, le prénom, parfois pour certains que vous avez, ou alors le pays dans lequel il se trouve, mais également les sons, les images, tout ce qui permettra, n'est-ce pas, de pouvoir identifier cette personne. Donc, il s'agira de cela, quand vous faites des référencements, etc. C'est plus ou moins ce que vous êtes en train de chercher. Ensuite, le traitement de données à caractère personnel, qu'est-ce que ça suppose? C'est l'ensemble du processus qui part de la collecte jusqu'à la divulgation de ces données-là. Donc le droit est obligé d'encadrer comment se passe la collecte des données, comment se passe l'enregistrement, comment se passe l'organisation, comment se passe la conservation, jusqu'à la publication. Et vous, quand vous allez commander des sites internet, il est impératif que, alors que vous les designer, mais même pendant que vous en assurez la maintenance, la collecte des données, etc., puisse être conforme, n'est-ce pas, à ce dispositif. Ensuite, les données sensibles. Une petite parenthèse, pour ceux qui ont suivi, j'imagine ici, la dernière élection américaine, où le candidat Trump a été, n'est-ce pas, accusé d'avoir sollicité Cambridge Analytica, qui aurait acheté des données massives sur Facebook, et notamment les données cherchées à connaître un certain nombre d'éléments hyper sensibles sur des gens, évidemment pour adapter la communication, etc. etc. Donc il s'agissait plus ou moins de cela. Donc le cadre juridique marocain a apporté une définition spécifique, non plus aux données en général, mais aux données dites sensibles. Il s'agit de quoi? Il s'agit de toutes les données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale, ethnique, opinion politique, conviction religieuse ou philosophique, l'appartenance syndicale des personnes, n'est-ce pas, dont les données génèrent. La petite parenthèse qu'on peut ajouter ici, c'est que ce type de données-là fait l'objet de l'autorisation nécessaire de la DGSSI, c'est-à-dire la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Donc toute plateforme qui veut se lancer dans la collecte de ce type de données-là ne peut pas le faire automatiquement. Elle aura besoin préalablement d'obtenir cette autorisation-là. Une fois qu'on a cette compréhension donc, des termes basiques et nécessaires de ce que c'est qu'une donnée, qu'est-ce que je prends concrètement et surtout comment est-ce que je prends, la loi pose également des conditions dans le traitement de ces données-là. La première, c'est qu'il y a une obligation ici là pour vous, détenteurs de futurs sites internet, etc., de traiter ces données de manière loyale et licite. Licite ici entendu comme étant conforme, n'est-ce pas, à la loi. Deuxième obligation, la collecte devra être menée avec des finalités déterminées, explicites et légitimes. Alors, des exemples, quand vous naviguez par exemple sur des plateformes, vous avez des espèces de cookies par exemple, qui arrivent et qui vous disent alors, bienvenue sur la plateforme, sachez que alors que vous êtes en train de naviguer, on collecte vos données, évidemment par la suite pour pouvoir mieux vous servir et mieux, etc. Alors ça c'est une obligation légale qu'il faille faire. Et donc là, elle vient d'ici, c'est-à-dire qu'il faut dire aux gens que les données que vous preniez ils vont servir à telle finalité et que ce soit explicite et qu'ils puissent vraiment le comprendre. Vous devez justifier cela. C'est plus ou moins la raison pour laquelle il y a beaucoup de sites malheureusement au Maroc qui n'ont pas ce qu'on appelle des conditions générales d'utilisation.
qui est un danger. C'est-à-dire, c'est par là que vous informez les gens qui naviguent sur vos sites. Vous leur dites, ok, vous êtes là dans la plateforme, mais sachez que vos données, en fait, nous on les exploite. Mais on les exploite pour ceci, ceci et cela. Et donc les plateformes, évidemment, qui ne les ont pas, elles sont tout simplement en contradiction avec la loi. Ensuite, les données collectées doivent être évidemment exactes et mises à jour, évidemment, parce que même si je consens à vous donner mes données, mais j'aimerais que si dans, je ne sais pas quoi, 4-5 mois que vous les utilisiez, vous sachiez que mon statut par rapport à telle ou telle chose a évolué et que vous ne vendiez pas mes données alors qu'elles sont obsolètes, etc. etc. Autre condition, le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué que si la personne concernée a donné son consentement. Et pour reprendre l'exemple des cookies ou bien des petits pop-up là qui passent, vous allez remarquer qu'à la suite généralement de ces indications-là, ils vont mettre « j'accepte » ou « je refuse ». Ce n'est pas fait juste par simple plaisir, mais c'est quand vous acceptez, vous donnez votre consentement, et donc c'est valablement un consentement donc qui répond aux conditions, et je refuse. Qu'est-ce que ça suppose donc juridiquement? Ça suppose que quand la personne a consenti, elle est d'accord pour que vos conditions générales d'utilisation, vous puissiez exploiter donc ces données, vous puissiez en faire évidemment ce que vous avez précisé, et si elle refuse, automatiquement, la personne qui aura conçu votre site et ses algorithmes doivent totalement arrêter le processus qui va consister à aller la rechercher encore partout où elle va. Donc, vous devez donner la possibilité aux gens de pouvoir savoir ce que vous prenez d'eux, qu'est-ce que vous prenez d'eux, comment est-ce que vous prenez d'eux, et en plus leur donner la possibilité de dire oui ou non. Donc, ils n'en sont pas imposés. Alors, une fois qu'on a dit ça maintenant, le droit, à la suite de cela, a posé donc un certain nombre de principes généraux applicables à l'économie numérique et donc à l'e-commerce, entre autres de nouveaux droits qu'on n'en avait pas avant. Le premier étant le droit à l'information lors de la collecte des données. Ça c'est hyper capital, comme je le disais tout à l'heure. Vos utilisateurs doivent savoir, n'est-ce pas, ce que vous faites de leurs données, pourquoi est-ce que vous le faites. Ensuite, le droit à l'accès. Ils ont droit à vous demander qu'est-ce que vous avez collecté d'eux et comment est-ce que vous l'avez utilisé. Donc ça c'est une obligation pour vous et c'est un droit pour vos utilisateurs. Ensuite, il y a un droit de rectification. Donc après avoir consulté les informations ou la data que vous avez sur eux, ils ont le droit de vous demander de éventuellement modifier telle ou telle autre information. Évidemment, ce droit à rectification ne demande pas des frais de leur part, c'est à vous d'assumer toutes les responsabilités qui vont avec. Ils ont le droit d'opposition et de vous dire, écoutez, je ne veux pas tout simplement arrêter, cesser de me retracer. Maintenant, il y a également des nouvelles obligations, pardon, et on va terminer par là, je sais que je n'ai pas trop bouffé le temps, on va terminer par là. Il y a des nouvelles obligations maintenant qui en sont également sorties. C'est que vous avez une obligation de confidentialité et de sécurité dans le traitement des informations que vous avez. Vous ne pouvez pas divulguer un certain nombre d'informations, vous les traitez, ils doivent servir uniquement à l'objet pour lequel vous les avez voulu. Au-delà, ils restent uniquement pour vous. Ça veut dire que c'est une responsabilité civile et même pénale, tant pour vous qui en avez connaissance, mais pour vos employés qui peuvent éventuellement en avoir connaissance. Ils doivent savoir dès le début les informations qu'on a, donc votre community manager, etc. Ils doivent savoir qu'il y a des informations clés sur des personnes qui ne doivent pas divulguer. Et enfin, le transfert des données vers un pays étranger, c'est une activité qui est en train d'émerger, tout ce qui est big data, etc., centre de données, c'est un gros marché, donc vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, exporter par exemple des données dans un pays dans lequel le Maroc n'estime pas, ça c'est ce que la loi dit, le Maroc n'estime pas qu'il est en harmonie ou alors qu'il y a une vue réciproque du droit de la même manière. Par exemple, un pays qui viole un certain nombre de libertés, de droits, vous ne pouvez pas exporter les données là. D'où la nécessité ou l'obligation d'ailleurs, puisqu'elle est faite par le droit, de demander l'autorisation bien entendu chaque fois que vous devez exporter des données à l'étranger. Et donc tout ci rapidement dit constitue, si vous voulez, le socle, n'est-ce pas, du droit de l'économie numérique et notamment du e-commerce. Le Maroc a entamé un processus qui est encore hyper long. Il ne vous aura peut-être pas échappé qu'il y a eu un projet de code du numérique qui a été avorté en
en 2016 en l'occurrence, qui allait apporter encore davantage de clarté aux notions telles que l'identité numérique finalement. Nous avons une identité, n'est-ce pas physique, mais en ligne, ça doit supposer quelque chose. Au principe au processus de labellisation, M. le Président a évoqué tout à l'heure les garanties par exemple que nous avons une fois que nous sommes sur ces plateformes en termes de paiement, etc., etc. Il y avait tout un dispositif relatif aux labellisations, d'ailleurs qui est toujours là, et je peux peut-être profiter d'ouvrir cette parenthèse. Il y a le ministère de l'Industrie avec la CGM en 2013-2015 ont créé un label qui s'appelle e-Ethica, qui essentiellement labellise l'ensemble des plateformes, n'est-ce pas, qui réunissent un certain nombre d'exigences en termes de paiement, en termes de respect de ces données-là, etc. Et évidemment, c'est un gage de crédibilité et de confiance du point de vue des opérateurs. Et également, au niveau du ministère de l'Industrie, il y a la direction du e-commerce. Il y a, n'est-ce pas, un département qui s'occupe de screener l'ensemble des plateformes qui ne respectent pas un certain nombre de conditions. C'est l'une des raisons pour lesquelles, mais aussi quand on ajoute le fait que quand Banque Al-Maghrib délivre les licences pour les opérateurs, pour tout ce qui est solutions de paiement, etc., le screening et l'audit, il est évidemment très rigoureux, que le coût de la perte de la licence fait qu'on met vraiment en termes de standards et ça rassure quand même les plateformes et ça fait qu'on n'est pas beaucoup dans des dérives dans des plateformes. Donc voilà, donc, tout ceci pour dire que c'est un long processus. Le droit, malheureusement, est obligé de devoir souvent comprendre l'ensemble de ces phénomènes avant de réagir. Donc, il est plus dans la réaction et difficilement dans la proactivité. Cela dit, il y a quand même un certain nombre de principes hyper basiques qui permettent à toutes les plateformes aujourd'hui de pouvoir se développer en générant le maximum de confiance à vos opérateurs. Et évidemment, le reste relève de tout ce qui est marketing et tout ce qui est technicité en digital. Donc, je vous remercie. C'était en termes généraux à peu près ce qu'on en dit, mais je suis ouvert à toutes les questions. Merci. Merci, Monsieur Jonathan, pour votre intervention qui concernait le juridique. Vous êtes juriste. J'allais vous dire, le basique du droit, c'est de défendre les acquis et les libertés. Vous êtes juriste, vous parlez du principal. On est d'accord ? Vous avez pris le cas marocain. On n'est pas en avance en Afrique. Il y a des pays africains qui ont pris le coche et qui ont été honnêtes intellectuellement dans beaucoup de choses. Je parle de l'Afrique du Sud, du Kenya, de l'Éthiopie, du Rwanda, et on voit les résultats, leurs résultats. Bon, s'agissant du Maroc, il n'est pas représentatif. Nous restons un pays du tiers-monde. Ceux qui parlent d'émergence, du délire. Nous ne répondons à aucun critère. Des pays émergents, notamment en matière de recherche et d'enseignement et de régulation juridique. Il aurait été judicieux de faire une comparaison objective avec les pionniers en la matière, qui sont les Américains. Au Maroc, nous faisons à peu près moins de 10 millions d'opérations online par an. Et ça représente à peu près un montant, je pense que cette année, on ne va pas atteindre les 400 millions de dollars. Nous étions à 300 et quelques l'année dernière. Ce montant, il est réalisé à peu près en une demi-journée aux États-Unis. Et là, il aurait été judicieux de voir les dispositions juridiques adoptées par les États-Unis, qui sont le pionnier en la matière, et surtout en matière de lutte contre les situations monopolistiques et contre les abus. Ça nous intéresse, surtout en tant que professionnels. Et je vous remercie beaucoup. Qui a traité la question de la réglementation, les trois lois, le e-commerce, aussi la terminologie juridique nouvelle qui suit la transformation digitale selon vous, le Maroc étant quand même,
est très en avance. Ça, c'est très positif et très en avance en Afrique, dans le contexte africain. Mais quand même, on est en phase très embryonnaire par rapport à ce qui se passe dans le monde. Oui, ça, il faut le dire. C'est vrai, donc il y a plusieurs initiatives, que ce soit étatiques, poussées un peu par ce qui se passe au Maroc, parce que quand même, donc avec toutes les demandes touristiques, avec tout ce qui se passe, parce que le tourisme aujourd'hui figure parmi les secteurs qui dynamisent le digital et qui poussent vers la prise d'initiative pour cadrer plus juridiquement, en sachant que la question de tout ce qui est juridique est cruciale aujourd'hui pour se protéger, surtout qu'on est dans un marché qui est en permanente mutation. Et merci beaucoup. Donc si vous avez des questions. Vu quand même le Maroc, ces dernières années, s'est doté d'un arsenal juridique très important, notamment grâce au CNDP. Le Maroc a signé des conventions internationales et la mise en conformité, surtout avec l'Union européenne. Donc, quand même, il y a un arsenal juridique. On ne peut pas dire qu'il y a un vide et on se félicite. Merci. Excusez-moi, l'arsenal juridique, mais c'est au niveau de l'application et de l'honnêteté intellectuelle que là est la question, parce que c'est une question de crédibilité et de confiance. Et vous savez que l'investisseur, il est d'abord tenté d'abord par la confiance. Voilà. Je vous remercie. Nous avons quand même, grâce bien sûr à cet arsenal juridique, faire stopper un faux voyagiste qui avait des produits sur le web sans être autorisé, sans être agent de voyage. Il a été condamné à 1 an de prison et à 12 000 dirhams d'amende. On est arrivé à avoir ce jugement pour la première fois au Maroc. Je réponds évidemment d'autres questions. Alors, l'ensemble du processus de mise en œuvre à la fois de réflexion autour du droit le plus adapté possible à l'état dans lequel le Maroc est, jusqu'à maintenant, le Maroc a pu compter et bénéficier sur l'ensemble de ses partenaires pour pouvoir, n'est-ce pas ici, mettre cela en œuvre. Le premier est celui de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international, qui a aidé beaucoup d'États, si vous voulez, en mettant une espèce de framework déjà, d'ensemble de réglementations et de principes en termes de data protection, security, criminality, etc., online, bien entendu. Et donc, c'est ces experts-là qui ont accompagné l'État. Il y a également la Commission des droits, la CNUSED, la Commission des Nations Unies pour le développement, le commerce, et le développement, qui, en partenariat avec l'OMC, a évidemment joué beaucoup dans ce rôle-là. Cela dit, généralement, l'approche marocaine, parce que vous avez 2 ordres juridiques essentiellement. Vous avez ceux qui suivent les Américains, hyper libéraux, et tout ce qui va avec dans le dispositif juridique, et vous avez ceux qui suivent le mouvement européen, qui est hyper régulateur, et qui veut vraiment aller en mesurant les risques. Voilà. Donc le Maroc a beaucoup plus opté pour l'approche européenne. Il ne s'est peut-être pas inspiré des Américains, oui, mais je pense que c'est un choix assumé. Le Maroc souhaite mesurer un ensemble de risques, il souhaite comprendre son contexte, il souhaite comprendre déjà les tenants et les aboutissants. Peut-être s'il faut aussi ouvrir en termes d'habitude de consommation, on n'en est peut-être pas encore au niveau des Américains. Et donc le niveau ici souhaiterait que le droit soit plus ou moins adapté à cela. Donc, en même temps, le Maroc, notamment le dispositif relatif à la protection des données personnelles, tout ce qui est actes réglementés qui ont suivi par la suite, il y a énormément de conventions bilatérales qui ont été signées avec des pays européens et notamment l'Union européenne pour s'assurer que, évidemment, dans l'exploitation de ces données et même dans la compréhension de ces données-là, il y a plus ou moins une vision similaire. Ça veut donc dire que l'expertise marocaine a bénéficié de ce meilleur savoir-faire à l'Union européenne. Je suis tout à fait d'accord avec vous s'agissant des questions monopolistiques. Et je disais dans la conclusion que le droit est plus ou moins en évolution, si vous voulez, sur cette question-là. Ne serait-ce que la question du droit de la concurrence. En ligne, n'a rien de... Il faut revoir tout ce qui est droit les noms de domaine, par exemple. Comment est-ce qu'on gère cette concurrence-là, etc., etc. Donc, il faut peut-être davantage de ces rencontres entre chercheurs et praticiens pour que davantage de chercheurs puissent ressortir avec de la matière
pour pouvoir aider évidemment le législateur marocain à prendre de meilleures décisions en matière de droit, à la fois de gestion de concurrence, etc. Donc oui, à ce niveau-là, il n'y a peut-être pas encore des efforts à faire, mais il y a toujours le projet de code numérique qui est en cours et qui veut avoir non plus des lois disparates comme celle-ci, mais concentrer un ensemble de domaines du droit hyper fondamental, très relié à l'e-commerce, pour avoir un droit beaucoup plus consistant et soutenu. Il y a la propriété intellectuelle, il y a la notion de la finance qui va venir par la suite, parce que la monnaie qui va se dématérialiser, qu'est-ce que ça va supposer? Il y a pas mal de problématiques à Oui, justement, en complémentarité par rapport à ce qui a été dit par Jonathan, je pense que le fait de parler d'un arsenal juridique, vous avez raison. Le fait de parler de l'application, je pense que vous avez raison aussi. Mais je pense que la raison existe entre vous deux. Vous avez tous raison. Aujourd'hui, on parle d'un secteur quand même, tout à l'heure on a parlé de la transversalité. Donc c'est un secteur qui est très complexe. Il y a beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de croisements entre plusieurs acteurs. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du tourisme sans évoquer le problème de l'informel. Il y a beaucoup d'informels. Justement, aujourd'hui, alors, juste pour ne pas être, voilà, justement, il faut appeler un chat comme on dit en français. C'est vrai, aujourd'hui, on parle Et en 600 minibus qui fait le départ de la place Jeannette, hein, vers le sud chaque jour, et surtout c'est de l'informel. Des sites web, on parle en digital, des sites web, on parle des voyagistes, pardon, des guides, en fait, c'est pas des guides, mais justement des informels qui vont créer des sites web et qui vont commercialiser un circuit touristique. Voilà, justement, directement. Donc on va passer à un processus de démarchage direct par rapport à un client, sachant qu'on ne dispose pas d'une agence de voyage. Ça, c'est informel, qui se passe par le web, et on va être très bien référencé, etc. Il n'y a pas un cadre juridique. Alors justement, la complexité du domaine rend un peu l'application difficile. Et cela, justement, pour ne pas être très pessimiste, je pense que quand même, aujourd'hui, de plus en plus, parce que l'État, le gouvernement, je pense, Jonathan, donc il ne peut pas tout cadrer, mais quand même, il est dans le bon sens. Justement, de plus en plus, donc on a un arsenal qui s'adapte par rapport à ce qui se passe dans le marché. Je peux peut-être compléter en disant que, et peut-être c'est une observation que j'aurais aimé que les spécialistes fassent, c'est que la loi que vous avez eue en 2016, qui a revu le métier d'agent de voyage, et qui a remis, si vous voulez, ou a restructuré en termes d'exigence ce qui est demandé pour pouvoir qualifier un opérateur comme étant un opérateur des agences de voyage. Je pense que l'une de ces volontés-là, c'était justement de démarquer clairement qui le sont, qui ne le sont pas. Et après, maintenant, dans la pratique, évidemment, c'est autre chose. Mais en complément, si vous voulez, le droit est obligé de Juste pour votre information, nous, au niveau de notre association régionale de Rabat, nous avons quand même, grâce bien sûr à cet arsenal juridique, faire stopper un faux voyagiste qui avait des produits sur le web sans être autorisé, sans être agent de voyage. Il a été condamné à 1 an de prison et à 12 000 dirhams d'amende. On est arrivé à avoir ce jugement pour la première fois au Maroc. Il faut remercier Rabat. C'est pas. Non, Ça a été fait sur Marrakech aussi. Oui, voilà. Ça a été fait sur Marrakech. Et le résultat, c'est passé au tribunal Marrakech. Oui. Pour la loi de 2016, vous parlez de l'agence B. Parce qu'il y a l'agence A et il y aura l'agence B. Et en décret d'application, ce n'est pas encore faisable. Hein. Et l'agence B, il doit obligatoirement passer par l'agence A. C'est un peu compliqué. Alors, si vous permettez, j'ai une question pour vous plutôt. Est-ce que c'est pas le temps pour démarrer un processus de labellisation? On est en train de Pas penser. seulement des agences, mais des activités. Oui, on est en train de... Excursion labellisée par l'agence nationale. Non, s'il y aura l'agence B, parce qu'il y a déjà 5000 demandes déposées au niveau du ministère pour l'agence B. C'est-à-dire que tout le monde peut vendre un voyage. Mais l'agence B doit obligatoirement signer un contrat entre l'agence A et B et qu'acheté par le ministère. L'agence B ne peut acheter que de l'agence A.
Donc déjà, si on arrive à ça, tous ces bons revendeurs clandestins ou informés, ils seront obligés de passer par l'agence. Donc ça, la question de labellisation, déjà on pense labelliser le fournisseur d'abord, référencier le fournisseur, c'est-à-dire, je parle de MTM Club, hein, fournissez-le, et après, au niveau de la fédération, d'ailleurs, je demande au futur président de la fédération de travailler sur la libéralisation des agences de voyage. C'est déjà fait au niveau de l'Amra et l'Hajj. C'est au niveau de réceptif et au niveau des méthodes qu'il faut le... C'est un grand chantier. Bah bon, quand même, il y avait un vague depuis 2009. Depuis 2009. Et la fédération nage toute seule. Il n'y a pas de pilotage automatique. Merci beaucoup. Je me présente, Ahmed Khamnechi, je suis délégué du département du tourisme de Kounas. Je tiens à remercier vivement et à saluer l'initiative de l'association régionale des agences de voyage Kounas et en la personne du président Smilali, à le remercier pour son aimable invitation à être parmi vous aujourd'hui. C'est un honneur et un plaisir pour moi. Je vous remercie également, je remercie tous les intervenants pour leur brillante intervention, les modérateurs aussi, et je salue la présence. Alors, je voudrais justement dire que justement, je retiens avec attention, avec satisfaction justement quelques notes et plusieurs notes positives qui ont été avancées par nos brillants intervenants, dont notamment le fait qu'il est temps peut-être de réfléchir autrement et de transformer cette menace qui est considérée par pas mal de voyagistes en ce qui concerne cette thématique de digitalisation. Au lieu de la considérer comme une menace, peut-être la transformer en opportunité en ce qui concerne l'activité, en ce qui concerne les opportunités d'investissement, d'employabilité et tous ces aspects-là, de formation aussi peut-être, étant donné que la digitalisation ne concerne pas uniquement le secteur du tourisme, ça concerne tous les secteurs économiques, mais peut-être que le tourisme est un peu de par sa nature un peu plus sensible à cette tendance. Voilà, à mon avis, je crois que l'approche ne devrait pas se limiter à l'approche un peu techniciste, je dirais. On devrait l'inscrire justement dans une approche qui est beaucoup plus systémique et beaucoup plus globale, étant donné que, et ça on ne le dira jamais assez, le tourisme c'est un secteur qui est transversal et donc la chaîne de valeur elle n'est pas exhaustive justement. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont connus, identifiés, cités, etc. Mais il y a beaucoup d'intervenants qui sont peut-être non informels, mais qui sont en parallèle et en marge de l'activité touristique. Et donc, de là, justement, je voudrais que cette approche touche un peu tous les maillons de cette chaîne de valeur. Effectivement, mon idée, c'est justement il est temps justement d'engager une réflexion à 3 échelles, à 3 niveaux, justement. C'est déjà comment faire en sorte que les voyagistes, en général, et là, entre parenthèses, je salue l'initiative du MTM Club, c'est une très belle initiative qui justement va dans le sens de la fédération des efforts, etc., pour justement rehausser un petit peu le niveau de cette branche d'activité. Je voudrais justement qu'une réflexion, c'est une proposition justement, c'est de réfléchir à 3 échelles, à 3 niveaux. Le premier, c'est comment faire en sorte justement que ces voyagistes, ces agences de voyage, se mettent ensemble et travaillent ensemble, fédèrent et mutualisent leurs efforts justement pour justement être à jour par rapport à cette digitalisation qui est imminente, qui est là donc c'est déjà aujourd'hui. Le deuxième niveau justement, c'est comment faire en sorte que ces voyagistes travaillent ensemble avec les autres prestataires, avec les hôteliers, avec les guides, avec les restaurateurs, avec peut-être les bazaristes, toutes les autres composantes de la chaîne de valeur. C'est le deuxième niveau peut-être de réflexion à engager. Et le troisième, justement, et qui n'est pas de moindre importance, c'est justement comment faire en sorte que tous ces gens-là, qui sont proprement des professionnels du secteur, puissent travailler avec les autres intervenants, notamment les collectivités territoriales. Déjà, tout à l'heure, Omar, si ma mémoire est bonne, a parlé de e-réputation. Ça, c'est très important. On ne peut pas parler de e-réputation même si on a un touriste qui vient, s'il trouve la ville ou la destination dans un état qui est un peu pas très très satisfaisant en termes de propreté, en termes d'accessibilité, en termes de besoins spécifiques, etc.,
c'est une réputation qui est automatiquement gâchée, je dirais. Donc ces gens-là, de par leur responsabilité, de par leur position, que ce soit les collectivités, les autorités, les administrations, doivent être au diapason de cela. C'est-à-dire comment faire en sorte que à un troisième niveau, tous ces gens-là qui sont des professionnels du secteur puissent travailler avec ces collectivités territoriales, ces communes, que ce soit dans l'urbain ou dans le rural, pour justement être en diapason de cette digitalisation et bien sûr servir les intérêts du secteur à travers cette panacée qui, je dirais, la digitalisation, voilà. Et puis après, donc, c'est un moyen peut-être de mutualiser les moyens, mutualiser les ressources, que ce soit humain ou matériel en matière, et sans oublier bien sûr d'intégrer tous les autres intervenants en matière d'information et de ressources humaines, notamment les universités. Nous avons des établissements de formation qui sont excellents, qui forment des profils vraiment très, très spécialisés. Je pense en l'occurrence, entre autres, à l'ERSAM, qui est l'École nationale des arts et métiers à Meknes. Je parle à Hawaï, je pense à Radaïa justement. Il y a beaucoup d'établissements de formation justement qui forment des profils vraiment qui peuvent être très utiles dans ce cadre-là. Donc il faut les associer, et sans oublier bien sûr les établissements de formation spécialement touristiques, donc ceux qui dépendent du ministère et ceux qui dépendent de l'OFPPT. Donc ça, mais surtout je voudrais insister sur la réflexion de mettre tout le monde ensemble, que ce soit des intervenants directs dans le tourisme ou indirects. Il faut que tout le monde soit au même niveau d'engagement, au même niveau de prise de conscience par rapport à cette thématique, et qu'ils puissent travailler ensemble dans la mesure où ça concerne tout le monde et dans la mesure où il y a aussi la possibilité de mutualiser les moyens, de mutualiser les efforts. Merci beaucoup. Voilà pour votre mot qui comporte beaucoup de recommandations très très intéressantes pour l'évolution, le cadrage, etc. du secteur. Merci beaucoup. Donc je pense que ça va. Oui, juste par rapport à c'est très important justement ce que vous venez de dire. Je pense que vous parlez d'une approche participative et inclusive justement. Nous, c'est la même chose, c'est plutôt ce qu'on fait au niveau de Marrakech. Je fais partie du conseil régional du tourisme de Marrakech. L'approche aujourd'hui justement, c'est de faire fédérer l'ensemble des intervenants, si vous voulez. Donc sur le conseil régional du tourisme de Marrakech, vous avez maintenant depuis pratiquement quelques mois, on a dit les universitaires, ceux qui sont avec nous, on fait fédérer l'ensemble des autorités locales aussi, c'est très important. Je vous donne un petit exemple, on a le groupe WhatsApp par exemple du CRP. C'est un petit exemple là, mais c'est très important. Le jour où il y a un événement sur Marrakech, on passe sur une rue par exemple, on voit qu'il y a des ordures, il suffit de lancer ce message sur ce groupe WhatsApp, on a une réaction de la part des responsables de l'agent qui s'occupe justement de ça. Donc, je pense que ce que vous dites, c'est très important, c'est d'avoir une approche participative, faire avec tout le monde. Et voilà, commençons déjà par ça. On aurait pu peut-être inviter aussi l'ensemble des hôteliers. Maintenant, il y a je ne sais pas des problèmes, mais justement des accords qui sont faits entre l'hôtelier et les agents de voyage. Peut-être sur un prochain événement, faire plutôt une invitation pour tout le monde, à tout le monde, et puis justement essayer d'avoir ce lien qui existe, ce lien qui est entre l'hôtelier et l'agent de voyage, et justement essayer juste de le renforcer. Là, on peut peut-être justement parler de ça. Les voyagistes auront leur mot, les hôteliers auront leur mot, et je pense que ça pourra aboutir à des résultats win-win pour tout le monde, évidemment. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Aujourd'hui, le tourisme, ce n'est pas uniquement l'affaire des professionnels eux seuls. Ils doivent porter vraiment cette lourde charge. Évidemment. Mais c'est l'affaire de tout le monde. De tout le monde. Mais il vient de le dire, la réputation, on parle de la réputation, c'est la réputation de toute une destination. Oui, oui. Mais c'est ça en premier temps. Eh bien, s'il n'y a pas tout le monde qui est dedans, évidemment que ça ne fonctionnera pas. Je peux avoir une note de 10 sur 10 sur mon agence de voyage, sur mon établissement, mais si la destination a une note de 5, ce client ne viendra pas. Donc c'est un travail de tout le monde, c'est la responsabilité de tout le monde. De nous tous. Et puis, on parlait justement de la région, non, de la région, voilà, là cet événement, on aurait pu inviter tout le monde. On le fait à la France, mais on appelle les gens
de là-bas qui se sont déplacés, de Marrakech, de Fès, d'Agadir, ainsi de suite, et faire peut-être, pourquoi pas, nous faire un rendez-vous trimestriel. Pourquoi pas? Là, dans 3 mois, on le fait à Agadir, on le fait à Meknès, on le fait à Ouarzazate, on le fait... Voilà, c'est cette approche qu'il faut avoir aujourd'hui. Et puis, sensibiliser tout le monde. Tout de suite, en un an, on a 4 séminaires, il n'y aura plus cette vision vague sur le digital, mais on va prendre évidemment des cas, ou plutôt là, les régions qui ont réussi Surtout avec à chaque fois s'arrêter, faire une évaluation. Une formation continue. Pour continuer, tout simplement. Échanger, on parle d'expérience client, mais Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a appris beaucoup de choses. C'était un peu compliqué, mais on a compris. Ce n'est que le début. Ce n'est que le Déjà bien. En fait, oui, justement, pour conclure, avant de donner le mot de conclusion pour Sissimani, donc justement, je profite de l'occasion pour remercier tout le monde, remercier la présence. Merci à vous. Remercier aussi Nous aussi, on remercie tout le monde, on remercie tous les 4 et espérons vous voir bientôt. Et en fait, je profite de l'occasion aussi d'annoncer que on est là justement pour pousser peut-être vers une synergie, comme je viens de dire, interrégionale, aussi interuniversitaire, interprofessionnelle. Donc j'appelle tout le monde à déjà venir assister. On organise pas mal d'événements universitaires, donc j'appelle les professionnels d'intégrer les événements, de participer avec des présentations, parce que tout à l'heure on a parlé de l'évaluation aussi, de présenter un bilan. Parce que sans bilan, on ne peut pas se développer par la suite. Un mot de conclusion de Sissimani. J'espère de tout cœur que cette matinée était bénéfique. Et donc ce n'est au fait qu'une initiative, une simple, une toute petite initiative que j'espère qu'il va pouvoir se développer. En tant que président de l'association régionale des agences de voyage de la région Fès-Meknès, je fais un appel. Je fais un appel aux institutionnels à travers le ministère du Tourisme, et ça coïncide avec l'arrivée d'un nouveau ministre, Madame la ministre, à qui on lui souhaite bonne chance, parce que le tourisme est un chantier, et c'est un chantier qui pourra rapporter beaucoup à toutes les régions, à Marrakech comme à Fès, Meknès, Oujda, Tanger, Agadir, toutes les régions. Vous savez, le Maroc est un pays qui est très varié, très diversifié et qui attire de plus en plus des visiteurs. Donc je demande à notre administration de faire un suivi et d'assister toutes ces associations régionales pour participer et développer le tourisme dans les différentes régions du Maroc. Et je fais aussi un appel à un organisme qui est la CNT. Je pose une question, il est où la CNT pour la digitalisation, pour ce chantier énorme? Il est où? Parce que c'est vrai que nous, en fin de compte, ne sommes que des petites associations, avec, je me permets de le dire, un budget insignifiant. Nous essayons de faire, nous essayons d'impliquer ces professionnels de ces régions, mais nous restons insignifiants à côté de certains organismes, à savoir, par exemple, la CNT, avec tout ce qu'il a comme possibilité et tout ce qu'il a comme budget pour assister, suivre ce chantier
donc de digitalisation en général et le développement du tourisme dans notre cher pays. Donc je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup nos chers professeurs qui ont fait le déplacement, qui sont venus, tous nos amis qui sont venus des différentes villes, Casablanca, Rabat, Oujda, tous nos confrères de Meknès, de Fès, et surtout un grand merci à notre administration de tutelle qui est là, toujours présente, toujours là pour donner un coup de pouce. Donc merci à tout le monde. Donc on va lever la séance, on va passer au déjeuner et on va donc continuer après. Alors voilà, Omar, oui, vous êtes toujours Omar, vous ne changerez jamais. Une photo, Omar souhaite à ce qu'on prenne une photo, donc souvenir. Et merci à vous tous. Merci aujourd'hui. Je remercie également l'ensemble des intervenants. Je vous félicite pour la qualité des interventions, la qualité de ces interventions. Personnellement, j'ai beaucoup profité aujourd'hui de cette rencontre parce que sincèrement, c'est pour la première fois qu'on assiste à une rencontre ou à un séminaire axé sur le digital et le monde numérique et que cette rencontre vraiment nous a permis de savoir et d'appréhender les différents aspects concernant le digital et le numérique. Moi, mon constat actuel, c'est que ce monde digital a transformé le monde, a permis d'ouvrir les frontières, a transformé les marchés, les différents marchés en un grand marché mondial et que la concurrence est vraiment une concurrence féroce. Et vous voyez, vous avez vu dernièrement la faillite de Thomas Cook, qui est un grand géant du tourisme qui a fermé ses portes à cause, entre autres, de cette concurrence à travers le digital. Les agences de voyage, le monde des voyagistes, c'est un secteur au niveau national, c'est le plus menacé par le digital. Les hôtels, les autres maillons de la chaîne de valeur touristique profitent de ce domaine du digital, sauf ce que j'ai comme constat, c'est qu'il y a un vide au niveau de la présence des voyagistes au niveau du digital. Je cite par exemple au niveau de notre région, ce vide a permis aux associations et aux agences virtuelles de développer leurs activités d'une manière informelle. Nous, en tant qu'administration, nous sommes à la disposition pour mettre la main dans la main des professionnels, des associations qui encadrent ce secteur des voyagistes pour faire face à tout ce qui est informel. Et d'ailleurs, nous avons déjà commencé avec l'association au niveau de Fès pour lutter contre plusieurs agences qui ont ouvert leurs portes au niveau de Fès et qui exerçaient déjà des activités des voyagistes. Il y a aussi des agences de transport touristique qui exploitent leur licence ou bien leur projet pour afficher des activités qui reviennent aux attributions des agences de voyage. Nous sommes donc à la disposition pour coopérer et collaborer pour développer d'abord la présence des voyagistes dans ce domaine du digital. Et je vous appelle tous à œuvrer pour intégrer ce monde à travers la formation du personnel, à travers le recrutement du personnel adéquat, bien formé, et investir dans ce digital et pourquoi pas multiplier ces occasions de formation et axer les formations futures sur ce qui est beaucoup plus pratique. Et merci.